c'est Jimmy Laporal Trésor. J'ai commencé ma carrière cinématographique par l'écriture en étant scénariste sur un premier projet qui s'appelait La Cité Rose, qui est sorti en 2013, ça commence à dater, il y a une dizaine d'années maintenant, et qui était le premier film de Julien Abraham. Et ensuite on a enchaîné assez rapidement sur un deuxième film qui s'appelle Mon Frère, qui est sorti lui en 2019, il a mis un peu plus de temps à sortir. Entre temps, moi j'ai monté une boîte de prod, où je faisais des courts-métrages, enfin je produisais des courts-métrages, j'en ai réalisé un d'ailleurs aussi qui s'appelait Le Baiser. Et puis en fil en aiguille, le temps passe, j'ai de plus en plus envie de passer à la mise en scène, donc je commence à écrire un projet de long-métrage qui s'appelle Les Rascals, qui s'appelait pas comme ça au départ. Et pour se faire ce film, parce que c'est un film assez complexe, c'est un film d'époque, avec beaucoup de cascades, beaucoup d'action aussi. Donc du coup, Manuel Chiche, qui est le producteur délégué du film, m'a demandé de refaire un court-métrage qui s'appelle Soldat Noir, et on a eu une heureuse vie, qui a commencé sa vie à la semaine de la critique, et qui a été nommé au César l'année dernière. Grandi dans les années 80, et peut-être l'une des premières expériences cinéphiliques, même si je me rappelle du premier film que j'ai vu en salle, c'était Rue Cazenègre, qui était sorti en 83, j'avais 6 ans, donc c'est la première fois que je vois un film au ciné, un film live, parce que j'avais certainement vu peut-être Alice au Pays des Merveilles ou les Aristochats à la maternelle avec les copains. Mais là c'était vraiment un film avec des personnages, enfin avec des gens, des acteurs, et en plus qui avait la particularité d'avoir un peu de créole dedans. Moi c'est un film qui m'avait beaucoup marqué. Parce que pour moi, le créole à l'époque, c'était juste la langue qu'on parlait à la maison, ma grand-mère qui parlait cette langue-là avec ses copines. Et j'avais pas du tout réalisé que cette langue, c'était une langue, quoi, que c'était une langue parlée par plusieurs centaines de milliers de personnes. Pour moi, c'était vraiment une espèce de dialecte très confidentiel. Et c'est un film qui m'a beaucoup parlé du coup, parce que c'est vrai qu'il y avait aussi dans ce film, au-delà de la langue, qui m'a beaucoup parlé, parce que le personnage principal, c'est une grand-mère qui vit avec son petit-fils, et moi, gamin, j'ai vécu avec ma grand-mère. J'ai été élevé par ma grand-mère, et donc du coup je me suis vraiment retrouvé dans ce film, dans ce rapport avec la grand-mère, ce rapport avec la langue, le rapport aussi avec l'éducation, parce que pour cette grand-mère, l'éducation de son fils est hyper important. Pour elle, c'est un peu le gage de réussite sociale, de pouvoir s'élever socialement, parce que je viens d'un milieu plutôt pauvre en vrai. Et donc du coup, il y avait aussi les mêmes schémas en fait, que je retrouvais chez moi, le respect des aînés, de faire des études pour pouvoir accéder à une autre vie. Donc c'est un film qui m'a beaucoup parlé, et ensuite il y a un autre truc qui est pour moi peut-être deux choses qui sont fondamentales pour moi, primordiales dans ma cinéphilie. La première, c'est la rentrée de la VHS à la maison, en 84, qu'on a notre premier magnétoscope, et là tout de suite c'est un autre monde qui s'est ouvert à moi. Tous les week-ends on allait au Vidéo Club prendre des dizaines et des dizaines de VHS pour regarder des films, des comédies, des films d'horreur, la série B, la série René Château par exemple, des trucs comme ça. Et donc tout ça, ça a éveillé en moi justement cette cinéphilie, cet amour des films en tout genre, et des films d'exploitation. Mais pas que aussi, des films un peu plus pointus, des films d'auteur, et ça a été hyper important. Et après il y a une autre chose qui est arrivée un peu plus tard dans ma vie, qui est plus liée à peut-être à la narration, et qui va aussi me donner aussi un goût pour, on va dire, le genre en règle générale, c'est le jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est rentré dans ma vie quand j'avais 10-11 ans. Tout d'abord par les livres dont on est les héros, les livres interactifs. Et puis après, ça a été vraiment le jeu de rôle avec les dés, avec les copains. On écrit un scénario, on joue, on s'imagine pas mal de choses. Et ça a été une grande histoire d'amour pour moi. De vraiment, c'est quelque chose qui m'a ouvert à beaucoup de choses. Je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui était mythologie, à des histoires de culture où franchement avant j'en avais rien à faire, mais pour écrire un scénario tout d'un coup je m'intéressais à ça, et je pense que c'est quelque chose qui me sert beaucoup aujourd'hui dans mon métier de scénariste. Ce rapport à des thématiques où il fallait chercher. Pour scolaire, à la base il est exemplaire, parce que j'étais bon élève. J'étais hyper bon élève, donc tant que j'étais en primaire, collège, lycée, tout s'est très bien passé pour moi. À l'époque j'ai fait un bac D, parce que maintenant c'est un bac S. Et puis c'est après qu'il y a eu un petit couac. J'ai voulu faire des études de médecine pour faire plus plaisir à la famille, mais j'avais pas spécialement envie de le faire. Et j'ai lamentablement échoué 2 fois au PCLM, au concours. Et là en fait il s'est posé la question de je fais quoi de ma vie, quoi.
Et il m'est arrivé une bricole d'ailleurs à ce moment-là. Je me suis retrouvé à la rue. Et donc du coup, il a fallu que je me débrouille assez rapidement, que je trouve un taf, que je me trouve un logement, que je paye mon loyer. J'avais à peine 18 ans, quoi. 19 ans plutôt, à peine 19 ans. Et donc du coup, j'ai arrêté les cours pendant un an. J'ai trouvé un boulot dans une société de sérigraphie, où j'étais manutentionnaire dedans. Et là, je me suis dit, bon, je faisais mon boulot tous les jours, je me suis dit quand même, t'es pas bête, Jimmy, tu vas quand même pas finir ta vie à trier des silos. Donc ce serait bien de trouver de trouver quelque chose à faire, une reconversion à la fac, trouver des études qui pourraient être sympas. Et à l'époque, il y avait, donc c'est à la fin du XXe siècle, à la fin des années 90, il y avait un nouveau cursus qui s'ouvrait, qui était la communication, médiation culturelle. Et c'était plutôt porteur. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais essayer ça. Je me suis inscrit à la fac et je suis retourné à la fac comme ça, après un an de décrochage non voulu. Je reprends les études et ça se repasse encore bien parce que voilà, j'étais bon élève. C'est juste, à un moment donné, je me suis trompé d'orientation. Des fois, ça arrive, on se trompe de chemin. C'est pas grave, en tout cas, j'en suis la preuve parce que c'était pas le bon chemin pour moi. Ça n'a pas marché. Mais bon voilà, je me suis relevé et après j'ai fait des études de com et c'est là que le cinéma est rentré dans ma vie parce que finalement je fais des études de com pour certainement faire de la médiation culturelle, travailler pour faire de la communication peut-être en marketing dans une boîte, je sais pas trop quoi en fait. Mais pendant mes études, déjà on avait un UV qui était tenu par un professeur qui était en fait de la fiction. On avait du matériel pour tourner des petits courts-métrages, des choses comme ça. Et donc du coup, j'ai commencé à tourner mes premières fictions pendant que j'étais en com. Et j'ai fait la connaissance aussi d'un groupe qui s'appelait Renouache, qui eux étaient plutôt au cursus cinéma, j'étais à Paris 8 à Saint-Denis. Et eux, justement, ils n'avaient pas du tout de matériel, mais en attendant, à l'extérieur, ils faisaient pas mal de courts-métrages. C'était un collectif qui réunissait des Asiatiques et des Noirs, c'est pour ça qu'ils s'appelait Renouache d'ailleurs. Et ils faisaient beaucoup de films de genre, des films plus ou moins bons d'ailleurs. Mais avec un amour incommensurable pour le cinéma, et moi je les ai rejoints, on a fait pas mal de choses ensemble, et c'est là en fait que petit à petit le cinéma est rentré dans ma vie. La transmission c'est toujours quelque chose qui est important pour moi, c'est toujours quelque chose que j'ai essayé de faire au maximum dès que j'ai commencé à travailler dans le cinéma de manière professionnelle. Je l'avais déjà fait avant avec des enfants qui étaient plutôt en décrochage scolaire, qui étaient plutôt des collégiens, et j'animais des petits ateliers de courts-métrages qui leur permettaient en fait justement de s'exprimer autrement que comme ils étaient en échec scolaire, en tout cas de s'exprimer leur créativité à travers un médium qui est le film. Et donc du coup, moi c'est quelque chose qui est hyper important, que je fais, dès que je peux le faire, je le fais. Après j'ai donné aussi des cours à la Sorbonne aussi. Et là, c'est vrai que quand on m'a proposé de faire l'accompagnement à Max Linder, moi j'ai dit oui tout de suite, parce que bon, j'avais le temps pour le faire et l'envie. Parce que c'est quelque chose... Alors effectivement, nous on transmet notre savoir-faire, on permet peut-être aussi de transmettre une certaine... J'ai l'impression que ce qu'on se transmet le plus, c'est peut-être de donner confiance aux jeunes qui se lancent dans leur première fiction, parce que c'est vrai que... Après, j'étais pas là en tout cas pour leur dire qu'il faut faire les choses comme ça et pas autrement, parce que le cinéma c'est une histoire très personnelle finalement. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de faire, la seule bonne façon de faire, c'est celle qui te convient, finalement. Par contre, il faut se poser les bonnes questions, et surtout, quand on veut, par exemple, réaliser ou écrire, il faut aussi savoir imposer, avoir confiance dans ses choix et les imposer, et les assumer surtout. Et je pense qu'en tout cas, ce qui s'est passé avec ce groupe, c'était vraiment, j'ai vraiment travaillé là-dessus, leur donner confiance dans leur choix, de se dire ok je fais ça et de ne pas attendre en fait le regard approbateur d'un adulte ou d'une personne tierce pour dire ok c'est comme ça qu'il faut faire, parce que si demain ils veulent faire du cinéma, finalement c'est pas en attendant l'aval du producteur ou des financiers qui pourront faire leur film. Il faut qu'ils imposent leur idée, il faut qu'ils aient confiance dans ce qu'ils vont faire, et donc c'est ce que j'ai voulu faire avec eux. Et moi ce que ça m'a appris personnellement, c'est de voir déjà j'étais hyper impressionné par le groupe, parce que moi à leur âge j'étais incapable de faire ce qu'ils faisaient. Et donc c'est ça qui est étrange, c'est de voir des gamins qui intrinsèquement sont beaucoup plus débrouillards que moi même âge, mais peut-être qui ont moins confiance en eux. Et donc du coup ça apprend pas mal de choses, c'est-à-dire que la confiance elle vient pas forcément avec nos capacités à faire,
ça vient d'ailleurs, quoi. C'est un truc qu'il faut venir nourrir de l'intérieur, qui vient peut-être par l'entourage, qui peut peut-être vous donner des ailes, vous encourager, avoir confiance dans vos choix, dans ce que vous faites, sans pour attendre un résultat exemplaire. Et je pense que ça m'a appris ça. Et j'espère que moi, que faire ce projet, ça leur a permis de se dire, bah écoute, oui, j'ai des idées, je peux les assumer. Et après, tant pis si ça marche pas. En tout cas, du moment que moi je suis à l'aise avec les choix que j'ai faits, c'est l'essentiel. Je suis pas le premier à le dire, il y a plein de cinéastes avant moi qui l'ont dit, il y en a plein qui le diront après moi. Et donc du coup, je pense que le meilleur apprentissage, c'est de juste les mettre face à leurs choix et de les assumer. Et puis, il n'y a pas de bonne réponse au final. Et la personne qui dit le contraire se ment à elle-même et ment aux autres aussi. Pas mal de choses sur le feu. Je suis en train d'écrire Soldat Noir. On est en train d'adapter Soldat Noir en série avec Canal+. On est tout au début, on est sur le pilote. Et puis mon prochain film aussi, je suis en écriture de mon prochain long métrage qui va se passer en Guadeloupe pour le coup. C'est encore un film historique sur un fait divers que très peu de gens connaissent. On connaît tout le monde mai 68, mais très peu de gens connaissent mai 67. Alors, pour résumer, en 67, il y a eu une grève des ouvriers en bâtiment en Guadeloupe. Sauf que ça a fini en bain de sang. La gendarmerie nationale a tiré sur la population pendant 2 nuits. Et on n'a pas un bilan clair parce que les chiffres sont assez troubles, mais il y a quand même un ministre de l'Outre-mer dans les années 80 qui a annoncé plus de 80 morts et plusieurs centaines de gens qui ont disparu. Voilà. Donc c'est un drame terrible parce que c'est quand même des citoyens français sur lesquels on a tiré juste parce qu'ils demandaient une augmentation. C'est donc un scandale d'État parce que derrière il y a eu un grand procès qui a duré quasiment 1 an justement sur Paris où on a essayé d'accuser certaines personnes qui faisaient partie d'un groupe qui s'appelle Le Gong, qui sont des autonomistes en fait, mais qui étaient c'était un tout petit groupe, sauf que pour les renseignements généraux, ils pensaient vraiment que c'était un grand groupe qui pouvait mettre en danger l'unité nationale, et donc du coup ils ont profité, maintenant c'est avéré, hein, c'est pas du tout une hypothèse que je fais, parce qu'on a eu accès aux mémoires de Focard, ses livres et tout ça, et en fait il s'est avéré que Focard pensait que c'était un vrai danger pour la France et pour la République, et donc du coup a profité de ces grèves pour tout simplement disqualifier ce groupe. Voilà. Qui va s'appeler Black Mamba, qui est en fait la bande. D'accord. Et donc là c'est pareil, c'est une histoire justement sur ces bandes qui au départ se sont organisées en bandes pour une lutte un peu, on va dire, idéologique, un petit peu de lutte de défense contre des groupuscules néo-nazis, et qui finalement, on va partir de l'idéologie, ça va finir dans la délinquance la plus sordide. Comme souvent dans plein d'histoires, on commence par des grands idéaux, des grandes choses hyper nobles pour le bien commun, et finalement ça finit... je vais faire un parallèle avec la Révolution, ça finit dans la terreur. Donc, voilà. Donc c'est raconter ça. En fait, c'est une histoire très humaine, finalement très universelle, de comment on peut partir d'un combat qui est magnifique, un beau combat, et finir dans quelque chose de très sordide finalement. C'était l'accroche du premier film, La Cité Rose, il faut jamais s'arrêter de rêver. Parce que ça vient d'un proverbe sénégalais qui dit que le chemin le plus court pour aller d'un point A à un autre, le chemin le plus court pour aller d'un point à l'autre n'est pas la ligne droite mais le rêve.